et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, la confiance en soi et l'importance d'avoir un ou des modèles pour se construire. On va en parler avec l'invitée de notre grand oral, Caroline Sénéclause, la fondatrice de Moteur, l'anti-sèche d'Amal Laoui, ou comment l'actualité rencontre les programmes. L'actualité, c'est l'arrivée imminente d'un film d'animation intitulé Icare dans les salles obscures, et les programmes, ce sont ceux qui ont trait à la culture de l'Antiquité à l'école. L'heure de la récré, toujours avec Amal, on va parler de la consommation de sucre chez les enfants. Et puis la chronique hebdomadaire du jour, c'est le cours particulier. Le cours particulier de Marie-Olivier. Elle va nous parler cerveau, bricolage et langage. Ce sera à la fin de l'émission. Mais pour le moment, grand oral, la quotidienne de School TV, c'est parti. Il y a l'hommage de Mbarka à son père, dont la famille était si pauvre que sa mère faisait semblant de préparer le repas en touillant dans une casserole et en chantant une berceuse pour qu'il s'endorme. Il y a l'hommage d'Arthur, 16 ans, à Madame Arnal, l'enseignante qu'il a accompagnée en classe Ulysse, au collège et au lycée. Voici deux exemples parmi les centaines d'exercices d'admiration réalisés par des jeunes âgés de 14 à 22 ans. À l'initiative de l'association Moteur, elle organise chaque année un concours vidéo. Le format, c'est 90 secondes. Et le thème, eh bien, c'est une personne qui vous inspire. Caroline Sénéclause, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez créé cette association, vous êtes l'invité de notre grand oral. Donc un vaste concours, je crois plusieurs centaines de participants l'année dernière. Oui, chaque année, plusieurs centaines. C'est la 6e saison cette année. Donc et là, je crois qu'on a jusqu'à mi-avril, c'est ça, pour envoyer les vidéos 10 avril. 10 avril, ne pas se tromper de date, je note, 10 avril. Alors au départ, dans cette idée de solliciter les jeunes pour qu'ils racontent, qu'ils parlent, qu'ils filment des personnes qui les inspirent, il y a cette idée qu'il faut des modèles pour grandir. Il faut des modèles, il faut les chercher, parce qu'en réalité, on les a. C'est ça, la belle nouvelle de l'histoire, c'est qu'on dit souvent on n'a pas de rôle modèle ou on n'a pas de modèle identificatoire. Rôle modèle, c'est le terme anglais pour dire modèle, oui, personne inspirante, quoi. Exactement, modèle identificatoire, c'est un petit peu plus psy, et puis modèle inspirant. Et on entend beaucoup dire on n'a pas de modèle inspirant, les jeunes n'ont pas de modèle inspirant. Or, c'est faux. Les jeunes ont des modèles inspirants. Il suffit qu'ils regardent, qu'ils analysent, qu'ils se disent finalement pourquoi est-ce que quelqu'un est inspirant pour moi. Et forcément, ils ont un grand-père, un voisin, un prof, un coach sportif, une grand-mère laissée au pays. Ils ont quelqu'un. Et ils vont chercher des gens qui... C'est ça la règle qu'ils connaissent. Ils ne peuvent pas apprendre des stars, des chanteurs, des sportifs, des... Ils peuvent. L'idée à la base, il y a 6 ans vraiment quand j'ai créé ce projet, c'était de dire valorisons ceux qui sont autour de nous. Valorisons la proximité, valorisons une grand-mère qui a peut-être Alzheimer mais qui toute sa vie a été courageuse et le jeune a envie de rendre hommage à ce courage. Donc vraiment l'idée c'était de dire tissons ce lien intergénérationnel de proximité. Mais bien sûr, puisqu'il s'agit d'inspiration, si le jeune a envie de dire « moi, c'est Mbappé qui m'inspire et qui me donne la niaque et l'envie de me dépasser », bien sûr, on accepte et on écoute. Et voilà, il y a pas de... Et puis les jeunes sont très, très forts pour contourner le sujet habilement. Caroline va repris sur le thème, et vous avez eu raison, sur le thème d'exemplarité, en disant qu'il y a aussi quelque chose d'identificatoire. Donc le but, ce n'est pas juste un exercice d'admiration un petit peu désincarné, il faut que je puisse me l'approprier, c'est ça ? Oui. Merci Emmanuel de mettre vraiment le point sur la chose peut-être la plus importante de tout ce dispositif. Oui, c'est pas juste dire merci, dire je t'aime, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et cette rencontre identificatoire ou ce modèle identificatoire, nos grands scientifiques qui font partie de notre comité de soutien, que ce soit Boris Cyrulnik ou Maurice Korkos, le décrivent très bien. C'est-à-dire que sans cette rencontre identificatoire, le jeune est en capacité de dévisser. Et le point commun de tous les jeunes qui aujourd'hui occupent des services de psychiatrie haute, c'est qu'ils n'ont pas fait cette... Et oui, ça m'a troublé. Vous dites, je vous cite, on s'aperçoit que les jeunes qui décrochent n'ont pas de modèle inspirant. C'est ce que Korkos, qui est lui aussi psy, si je ne me trompe, Cyrulnik, psy mondialement connu, spécialiste notamment de la résilience. C'est ça qu'ils vous disent, hein, c'est que dans les services... C'est ce qui m'assure et c'est ce qui me rassure aussi. C'est de me dire, à partir du moment où ils sont aussi certains que ce modèle identificatoire, que cette personne... qu'on va identifier ce miroir tendu vers l'autre, cette capacité à créer ce lien, à sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre et s'identifier et se dire finalement je peux moi aussi, puisqu'il a ces qualités, je peux les développer. Le Covid, on dit beaucoup que ça a été une période et que ça reste une période extrêmement dure pour les jeunes. Vous parliez des jeunes qui se retrouvent hospitalisés. On recevait Patrice Huer, psychiatre, la semaine dernière dans la quotidienne, qui nous disait qu'il y a parfois des 6 mois, des 9 mois d'attente, y compris pour de l'urgence dans les services psychiatriques aujourd'hui. Ça a été, comment vous l'avez ressenti, vous, puisque vous êtes au contact de centaines de jeunes ?
Alors, c'est vrai que le concours a été très riche pendant le Covid, parce que plus que jamais, il était nécessaire de recréer du lien. Plus que jamais, cet isolement a demandé de façon urgente, nécessaire, brûlante, de pouvoir dire à ceux qui nous manquaient, ceux qu'on aimait, qui nous inspiraient. Donc je dirais que pour nous, ça a été finalement peut-être plus de témoignages encore. On va y revenir sur ce mot de lien. Je crois qu'il est extrêmement important dans votre démarche. On va y revenir après l'Anti-Sèche. L'Anti-Sèche, c'est la rencontre de l'actualité et des programmes scolaires, et c'est avec Amal. Actualité cinématographique avec la sortie imminente d'Icare, film d'animation. Amal, bonjour. Bonjour, oui, le premier long métrage du réalisateur luxembourgeois Carlo Vaugelet. Le film d'animation, donc Icare, sort le 30 mars en salle. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du célèbre mythe de Dédale et Icare. Et là, si j'ai tout bien suivi à l'école, je n'aurai aucun mal à repérer ce qui se passe. Exactement, puisque dès l'école primaire, les élèves découvrent les mythes de l'Antiquité. L'objectif, c'est de donner des références culturelles aux élèves et de participer à la constitution d'un patrimoine culturel commun. En travaillant donc sur les grands mythes de l'Antiquité, les élèves donc découvrent des récits qui alimentent leur culture dans leur quotidien. Les mythes fournissent des repères indispensables à la compréhension d'œuvres artistiques, puisque l'histoire de la peinture, les monuments, les œuvres musicales, le théâtre et la littérature en général font très souvent référence à la mythologie. Absolument, et l'étude de ces histoires de héros fascine par ailleurs les élèves. C'est des cours qui marchent, les profs se le disent, ça. Oui, c'est ça, et l'objectif, c'est aussi de susciter l'intérêt pour la lecture. L'étude de récits mythologiques va permettre aussi d'approfondir la lecture littéraire. L'élève devra être capable donc de comprendre un texte littéraire, être capable de reformuler dans ses propres mots une lecture entendue, être capable aussi d'interpréter et de communiquer son interprétation d'un texte littéraire, être capable de vérifier dans le texte ce qui valide ou invalide son interprétation. Les mythes, on sait que ce sont des grands récits fondateurs. L'avantage, c'est que ça permet aussi de s'inventer, de se raconter des histoires. Et je crois que l'école se préoccupe un tout petit peu de l'imaginaire des enfants, oui. En tout cas quand ils sont petits. Oui, une des finalités de cet enseignement, c'est d'éveiller, de développer la curiosité de l'élève, de nourrir son imaginaire par la connaissance des mythes et des représentations du monde propre à l'Antiquité. L'analyse des mythes nous renvoie directement à l'imagination et à l'imaginaire collectif et stimule donc la créativité. On y trouve des récits de héros, de dieux qui donnent l'occasion donc de faire la différence aussi entre le réel et l'imaginaire. On est d'accord, le mythe et le conte, c'est pas la même chose. Non, ils sont aussi un sujet de réflexion, puisque cette étude va permettre de faire la distinction entre mythe et science. L'objectif principal de cet enseignement, c'est donc de familiariser les élèves avec la pluralité des personnages mythologiques, de les relier entre eux, tout en faisant, dans la découverte des textes fondateurs, ils vont comprendre que les bases de notre culture littéraire, on l'a dit tout à l'heure, artistique et philosophique, sont donc très largement inspiré des mythes gréco-romains. Et on continue à étudier tout ça, puisque l'étude de la mythologie, elle s'intègre aussi dans le programme d'enseignement de complément de langues et cultures de l'Antiquité. Oui, c'est ça, l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité commence dès le cycle 3. En français, au cours de ce cycle, les élèves découvrent les bases latines et grecques du vocabulaire français et ont donc lu des récits tirés de la mythologie. En classe de 6e, ils vont aborder les récits fondateurs, les croyances et la citoyenneté dans la Méditerranée antique du premier millénaire. Ils vont également voir comment les récits mythiques peuvent être mis en relation avec les découvertes archéologiques. En fait, le programme de 6e préconise l'interdisciplinarité. L'étude donc des textes mythiques doit être organisée en lien aussi avec l'histoire. Et puis on va enfin ajouter que ces enseignements des langues et cultures de l'Antiquité, ils rendent possible la confrontation entre le monde antique et certaines des questions qui sont posées par le monde contemporain. Oui, c'est ça. Cet enseignement permet de comprendre que les cultures de l'Antiquité sont à la fois proches de nous par une tradition culturelle suivie, continuellement réinterprétée au cours de l'histoire, et en même temps très lointaine. En tout cas, se familiariser avec les cultures de l'Antiquité permet aux élèves de toutes origines de prendre conscience des écarts, des différences et des emprunts dans le dialogue des cultures. La découverte de la mythologie, en obligeant les élèves à prendre de la distance pour réinterpréter ces œuvres, contribue aussi à la formation de l'esprit critique. Merci beaucoup. Et alors, dans la catégorie, si vous êtes à Paris, et vous deux déjà, vous êtes à Paris, peut-être que vous êtes à Paris, vous foncez au Théâtre de la Bastille pour voir Phèdre avec un point d'exclamation. C'est un merveilleux spectacle de François Grémaud interprété par Romain Darol. Et donc, c'est une conférence spectacle. Il prend le Phèdre de Jean Racine, mais il vous raconte aussi
Tous les personnages, ils remontent dans l'antique. Je vous le fais super théâtral, hein, non? Je recommence. Je m'y crois. Mais c'est parce que c'est extraordinairement théâtral. Ça dure 1h45, on a l'impression que ça dure 20 minutes. C'est un grand classique de la mythologie et du stand-up à la fois. Il faut aussi emmener les enfants et les élèves. Amal, merci beaucoup. Et rendez-vous au théâtre, je ne sais pas. Il faut absolument y aller. On ira. On retrouve dans quelques secondes Caroline Sénéclause pour la suite du Grand Oral. Depuis 5 ans, le concours Moteur propose aux jeunes de 14 à 22 ans de réaliser de courtes vidéos sur des personnes qui les inspirent. 400 films reçus en 2021, il y a eu 25 lauréats distingués, 18 filles, 7 garçons. Ils ont monté les marches du Festival de Cannes, du Palais des Festivals, pour recevoir un clap d'or. Caroline Sénéclause, vous avez créé cette association. Je voudrais, on va parler de la confiance dans quelques secondes, mais qu'on rebondisse sur ce qu'on disait juste avant l'anti-sèche, le lien. C'est quelque chose de fondamental pour vous? Fondamental, c'est-à-dire qu'on se construit par l'autre et on l'a vu, on parlait à l'instant de cette épreuve qui était le Covid et on en vit une encore plus complexe aujourd'hui. Ce lien qui se distance, cette capacité à ne pas se rendre compte de la chance qu'on a, qui est de se construire par l'altérité, par la différence, par ceux qui nous entourent, qui soient plus âgés, qui soient dans un espace-temps différent, c'est eux qui nous nourrissent. Donc oui, ce lien, il est à célébrer et c'est ce qui rend notre société fraternelle. Et au sein de l'association, vous essayez de le fédérer. C'est un concours qui n'est pas ciblé sur une catégorie particulière d'élèves. Même si vous avez une attention particulière pour certaines catégories de jeunes, il faut absolument que tout le monde soit là. C'est exactement ça. Ça fait tellement plaisir de l'entendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est que les Français, les jeunes Français, soient rassemblés dans leur pluralité sociale, territoriale, culturelle. On fait très attention qu'on n'ait pas un langage qui puisse intimider ceux qui pourraient se dire c'est pas pour moi. Donc qu'ils soient là, qu'ils soient assurés que c'est pour eux aussi, mais c'est pour tout le monde. C'est pas pour une France défavorisée, parce que c'est ça notre France. Si on stigmatise demain des jeunes en disant vous êtes des jeunes de la France défavorisée, comment est-ce que vous voulez que la confiance leur arrive? Oui, on les enferme encore plus. Encore plus. Donc c'est justement en leur disant vous faites partie de cette France qui nous honore parce qu'elle est riche de sa pluralité, de sa diversité. Et voilà, point. Vous n'êtes pas autre chose que ça. Vous avez une devise, un motto, comme on dit en bon français, qui est « oser la confiance ». Pourquoi oser? C'est si compliqué que ça quand on est jeune? Oui, à la fois c'est pas simple parce qu'il faut se dire qu'on en est capable et puis toute l'idée de moteur, du point d'exclamation à la fin, c'est qu'il faut trouver l'énergie, l'étincelle qui fait qu'on sort de soi pour aller vers l'autre. Donc oui, il faut quand même un certain degré d'audace pour se dire j'y vais. J'ose aller lui parler, il m'inspire, je crois que je vais pouvoir m'enrichir à son contact. J'ouvre cette porte. On va prendre une minute de récré dans quelques secondes. Le temps pour moi quand même de vous demander, l'association et le concours existent depuis 5 ans maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez senti qu'ils racontent différemment les autres, leurs proches, leur avenir? Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, dans la mesure où les engagements des jeunes qui sont très lisibles à travers leurs films, parce que quand on célèbre quelqu'un qui nous inspire, que ce soit une personne en situation de handicap ou... Oui, il y a une cause souvent. Il y a une cause derrière. Une femme battue, il y a une cause, etc. Donc ce sont des jeunes très engagés et peut-être qu'au fur et à mesure des années, on voit des films de plus en plus engagés ou un plus grand nombre de films engagés. Autour de quoi? La question du climat? Oui, alors les violences faites aux femmes. Le climat, les violences faites aux femmes, bien sûr, très 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 fortement. Le racisme, les sans-abri, les migrants, la justice de façon générale. Et ça, c'est magnifique parce que le cri d'un jeune vis-à-vis de ces sujets de société, il est pas instrumentalisé, il est en vérité et c'est ça qui est beau, c'est que 1 minute 30 pour célébrer l'autre à travers sa différence et à travers le combat qu'il incarne, c'est quelque chose qui perce le cœur. Et quand on perce le cœur, on sait qu'on est beaucoup plus convaincu. L'émotion amène la conviction. Donc je crois que c'est ça les trésors de ces paroles de jeunes. Séquence émotion maintenant dans la quotidienne de School TV. C'est la récré avec Amal. Émotion culinaire. Oui, c'est ça. On va goûter. C'est une récré où on mange. C'est une récré où on mange. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez mangé un éclair au chocolat? Ah non, mais alors je me souviens de la première fois que ma fille bébé a goûté le Nutella sur le petit doigt de, je sais plus si c'était de sa mère ou de la mienne. Et
Dans ses yeux, il y a eu un truc, juste j'ai fait de la pub, bon c'est pas grave, allez. Il y a eu un truc dans ses yeux dans le genre, la vie vaut d'être vécue. Voilà, j'étais un peu vexé parce que je pensais que c'était pour moi, mais enfin bon bref. Eh bien vous allez voir, c'est la même réaction qu'ont eu ces petits Américains en goûtant un éclair au chocolat, regardez. You're next. Is this supposed to be a churro? This kinda looks like a donut. Kinda looks like a giant peanut. Or a hot dog. A French hot dog. Is there cream filling inside of this? Like Nutella on the inside. First of all, it's chocolate and pudding inside and chocolate frosting. Love, love, love. Love, 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 ça donne faim, mais le sucre est à consommer avec modération, car les enfants, pas forcément que les enfants, mais c'est particulièrement grave pour les enfants, ils en mangent trop. Oui, c'est ça. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation alerte sur la consommation excessive de sucre chez les enfants et les adolescents. Selon une étude publiée en 2019, 75% des 4-7 ans, 60% des 8-12 ans et 25% des 13-17 ans mangent trop de sucre. Alors les autorités Elles prévoient un régime, des recommandations, on a des grammages. Elles recommandent de ne pas dépasser 60 grammes de sucre par jour pour les 4 et 7 ans, 75 grammes entre 8 et 12 ans et 100 grammes entre 13 et 17 ans. J'ai zéro idée de 1 gramme ce que ça fait. Alors pour vous donner une idée, un morceau de sucre c'est environ 8 grammes. Dans une canette de soda, il y a environ 35 grammes de sucre et dans un éclair au chocolat, c'est environ 40 grammes de sucre. Donc pour les enfants qu'on vient de voir, ils ont mangé les 2 tiers de leur consommation quotidienne. Quels sont les dangers si on mange trop de sucre? Eh bien, les apports excessifs en sucre sont préoccupants car c'est dans l'enfance et l'adolescence que s'acquièrent des bonnes ou de mauvaises habitudes alimentaires, des habitudes qui risquent d'être conservées à l'âge adulte et donc de favoriser l'obésité et le diabète. Mais là, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sont extrêmement alarmants. Oui, c'est ça. En 40 ans, le nombre de cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent a été multiplié par 10. Et si de nombreux facteurs entrent en compte, eh bien, la cause majeure est la surconsommation de produits sucrés comparée à une dépense énergétique diminuée, ce qui implique donc une prise de poids. Et cela a un impact, puisqu'on est sur School TV, sur l'éducation, sur les apprentissages. Oui, puisque à cause de la surconsommation de sucre, eh bien, la capacité de concentration des enfants se réduit. L'enfant peut avoir des difficultés à gérer ses émotions ou son stress. Et contrairement aux croyances, eh bien, il a été prouvé que le sucre n'excite pas les enfants, mais il favorise les troubles d'humeur. Autre méfait du sucre, eh bien, il dérègle la sensation de satiété et l'enfant a toujours faim. Amal, pour conclure, quelques recommandations aux parents? Eh bien, selon l'Agence nationale de l'alimentation, le goûter, souvent prétexte à manger des aliments trop riches, eh bien, n'est pas une étape obligatoire en plus des 3 repas par jour. Le goûter ne doit être donné qu'en cas de faim. Il faut donc limiter les boissons sucrées, les jus de fruits compris et les pâtisseries, biscuits, gâteaux. Pour les jus de fruits, ils ne doivent pas être comptabilisés comme une portion de fruits. C'est au maximum 1 verre par jour et pas tous les jours, un peu comme l'alcool. En tout cas, ces aliments, mais bon, pour les enfants, en tout cas, ces aliments... Ça, c'est des recommandations d'Amal Laoui. En tout cas, ces aliments sont riches en sucre et présentent un faible intérêt nutritionnel. On les remplace donc par des produits laitiers nature, des fruits frais ou des fruits à coque. En tout cas, il faut au maximum privilégier la préparation d'aliments faits maison à partir de produits bruts ou peu transformés. Merci pour tous ces conseils, diététicienne Amal Laoui. C'est la fin de la récré. On retrouve Caroline Sénéclose pour notre grand oral. 10 avril 2022, si vous avez entre 14 et 22 ans, c'est la date limite pour participer à l'édition 2022 du concours Moteur, concours dont l'initiatrice Caroline Sénéclose est donc l'invitée de ce grand oral. Vous menez d'autres actions au sein de Moteur. Il y a notamment les campus de la confiance. On parlait de la confiance juste avant la récré. C'est quoi les campus de la confiance ? Ben, l'idée, on parlait de confiance et on parlait de mixité. Ouais. Alors là, finalement, on prend les deux et on les met dans un espace-temps, 5 jours, 6 jours, 7 jours aujourd'hui, et on emmène tous ces jeunes à la découverte d'eux-mêmes dans un cadre où ils se rencontrent. Donc concrètement, vous les réunissez les autres. On les rencontre. Où ça ? Alors à Saint-Ouen et à Nice. D'accord. Une partie à Saint-Ouen, une partie à Nice, pour des raisons à la fois historiques et puis voilà, de proximité à Nice avec le Théâtre National de Nice et Muriel Mayette. On fait des choses magnifiques administratrice ensemble. de la Comédie Française, si je me souviens bien. Et qui vient de créer, c'est une parenthèse, mais c'est une tellement belle chose, elle vient de créer Moteur en scène. Donc elle a réalisé que finalement, ce qu'on faisait avec le smartphone, on peut le faire sur une scène. Qui est un outil, on peut le faire sur une scène. C'était excessivement cathartique, on parlait de drame antique. Et oui, bien sûr, la catharsis.
Et voilà, et que d'être sur une scène et de voir un jeune sur la scène, plusieurs jeunes dire merci, dire je t'aime, dire pourquoi ils admirent des personnes, il y a un moment de grâce qui se passe non seulement sur scène, mais dans la salle. Donc, campus de la confiance, je crois qu'on fait aussi de l'éloquence, du slam, de l'expression corporelle. Voilà, on fait tout un tas de choses. Vous mettez tout dans le shaker et ça fait un cocktail où j'ai plus confiance à la fin qu'au début, c'est ça? Alors, non seulement on met dans le shaker, mais on met avec des personnes et des personnalités extraordinaires, des Jacques Guido pour le slam, des Bertrand Perrier pour l'éloquence, des Bolawa Sabourin pour l'expression corporelle, des gens qui ont soif de donner, de transmettre, de donner la vie à ces jeunes en leur disant, bah voilà, vous allez sortir de vous, transformer, parce que vous allez chercher des choses à l'intérieur, au fond. Vous, ce que vous êtes, et vous allez oser l'exprimer. Et alors, je crois que vous développez aussi un jeu sérieux, un serious game. Oui. Serious Game, qui s'appelle Moteur et qu'on déploie dans les collèges de l'éducation prioritaire et qui là est... La réalité de ce Serious Game, c'est pour aller un tout petit peu plus loin en temps scolaire sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc on joue autour d'une table comme celle-ci, on pourrait y jouer là tout de suite. Et on joue elle a une confiance en elle en titane. Donc, et ben voilà, c'est pas la peine. Et alors ça c'est génial, c'est que justement on la transmet aux autres. Et c'est ça finalement. Regardez, c'est un effet immédiat. Voilà, c'est que c'est un cadeau qu'on apporte à l'autre. Le regard qu'on porte sur l'autre donne confiance à celui qui reçoit ce regard, ce sourire ou ce compliment. Donc cette confiance en soi, en classe, avec les profs, important, qui regardent, etc., et qui sont témoins de cette transformation d'un jeune qui peut-être n'était pas du tout copain avec un autre, qui lui donne et offre ses qualités. Donc voilà. Tout ça, c'est un espace, que ce soit les campus de la confiance, l'intimité avec son smartphone pour aller dire merci à quelqu'un qu'on aime. Vous occupez en fait tous les espaces des ados? Pas tous, parce enfin beaucoup en tout cas. Il y a encore beaucoup d'espaces qu'on n'occupe pas, mais en tout cas, on essaie d'être... en tout cas, avec le smartphone, on est sûr qu'on est là où ils sont. Vous mettez la main sur la poche où il y a votre propre smartphone. Exactement. Caroline, vous vous intéressez aux pédagogies. On va rester dans les établissements, si vous voulez bien, puisqu'aujourd'hui, c'est jour de cours particulier. Le cours particulier nous est délivré par Marie-Olivier. Merci, Amal. Le cours particulier de la quotidienne, c'est avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude du CNRS, étude en neurosciences, qui met en avant les liens entre bricolage et langage. Exactement. Et vous êtes plutôt manuel ou intellectuel tous les deux? Emmanuel? C'est je m'allonge et ça coûte 90 €, c'est ça maintenant? Alors ça dépend ce que vous appelez manuel, Marie, si ça inclut le fait de réussir à bricoler un truc ou à le mettre droit. Je ne suis pas super manuel, mais j'essaye. D'accord. Voilà. Et vous? Moi, je dirais que je suis plutôt manuel. Ok. Bon, dans tous les cas, c'était un peu une question piège parce que sur le plan Merci Marie, c'est sympa. On s'est fait avoir en fait. C'est histoire de vous mettre un peu dans le bain. Dans le bain. On peut pas vraiment opposer en fait manuel et intellectuel ou bricolage et langage, ça n'a tout simplement pas de sens. Notre schéma de pensée et notre système éducatif ont fortement tendance à les opposer. On peut se complaire à être dans un camp ou dans un autre. Ce qu'on fait. Mais il s'avère que le travail manuel avec l'outil active les mêmes zones du cerveau que l'analyse de phrases complexes dans le langage. Bon, et maintenant que vous le dites, ça m'éveille la mémoire. Et je crois que ça fait un certain temps qu'on dit que le langage et les capacités motrices sont liés, que par exemple, quand on dit un mot comme courir, il y a des régions du cerveau liées à la course qui s'activent les mêmes, c'est ça? Tout à fait. Si vous dites bleu, les régions visuelles du cerveau s'active. Mais sauf que l'étude des neuroscientifiques français, la récente, parue en fin d'année dernière dans le journal Science, va plus loin. Elle montre que s'entraîner à manier un outil, et j'insiste sur l'outil, peut améliorer la compréhension des phrases complexes. Et pourquoi j'insiste sur l'outil? Pourquoi j'insiste sur l'outil? Parce que les neuroscientifiques donc, ont utilisé l'IRM fonctionnel pour voir quelle région du cerveau s'activait. Et quand on manipule un outil, on ajoute en fait un niveau hiérarchique à la structure motrice et un ensemble de régions du cerveau s'activent. Ces régions-là, c'est le cortex pariétal, le cortex frontal et les ganglions de la base. Bien sûr. Et or, quand l'action est réalisée à main nue, ces régions-là ne s'activent pas du tout, d'où l'importance de l'outil. Et donc on visualise ça grâce à l'IRM. Mais alors quel est le rapport avec le langage? Alors, quand on manipule un outil, on l'intègre comme une partie de notre corps au sein du système moteur. Et de la même manière, on intègre une proposition relative dans une phrase simple. Par exemple, l'équipe de chercheurs a pris une phrase précise pour mener l'enquête. Si je dis « l'inspecteur que la maîtresse attend réclame le silence », à partir de cette phrase, si je vous dis « l'inspecteur attend la maîtresse », est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, selon vous? Non. C'est faux? C'est faux. Très bien. Il est dans le silence. Tout à fait.
Mais ce qui intéresse votre J'ai bon scientifique... Oui, Elle est toute déçue. Non, parce qu'elles ont un jeu, elle et Amal, c'est me coincer. Voilà, c'est leur grand truc, c'est on va coincer Emmanuel. Et bien aujourd'hui, c'est raté, voilà. Dommage. Non, je veux... Vous essayez avec les maths, la prochaine fois, ça marchera à tous les coups. Mais en fait, ce qui intéresse les scientifiques, c'est pas votre réponse, on s'en fiche. Voilà. C'est plutôt de savoir les régions de votre cerveau qui se sont activées quand vous avez réfléchi très rapidement, je l'admets. Et donc, ces zones de cerveau qui s'activent, ce sont notamment le cortex frontal et les ganglions de la base. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. Le frontal, le pariétal et les ganglions. Vous avez suivi, exact. Et ces régions ne s'activent pas quand on analyse une phrase simple comme « l'inspecteur réclame le silence », par exemple. D'accord. Et donc, si on tisse le parallèle avec le fait de bricoler à main nue, qu'est-ce que ça donne ? Alors, les scientifiques ont mis en place un entraînement manuel de 30 minutes. Donc, manipuler des pions avec une pince, avant un exercice de langage, donc d'analyse de phrases complexes. Et les résultats étaient bien meilleurs que sans entraînement avant, ou avec un maniement de... Par exemple, on manie des pions avec des pinces. Eh bien, si on le fait à main nue, il y a moins de... le langage et les exercices... je sais ce qui vous arrive. C'est parce que vous êtes allé vous faire maquiller avant de venir en plateau au lieu de saisir des petits pions avec une pince. Et donc, vous avez un problème de langage. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats fascinants ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, les scientifiques prennent des pincettes, justement, sans mauvais jeu de mots. Mais la fabrication et l'utilisation d'outils auraient peut-être permis de favoriser le développement du langage chez Homo sapiens. D'accord. Et puis alors, si on revient à l'école et on sort des grottes et d'Homo sapiens, on pourrait imaginer développer des compétences manuelles pour améliorer l'usage de la langue, de la parole ? Exactement. On pourrait envisager, par exemple, la manipulation d'outils pour lutter contre des troubles du langage chez les enfants ou même chez des personnes qui ont fait des AVC, qui ont du mal à s'exprimer. Bricoler peut aussi être utile pour l'apprentissage des langues à une syntaxe différente. Extraordinaire. Formidable, vous saviez ça ? Génial. Le cerveau, c'est quand même une grande découverte. J'ai appris tellement de choses depuis quoi ? On est là depuis 20 minutes ? Ouais, c'est ça à peu près. Je vais me brancher H24 sur School. Mais il faut le faire, ça, H24. Mais en permanence. Branchez-vous tous H24 sur School. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour ce cours particulier extrêmement impliquant. C'est de la pédagogie, c'est quasiment de la classe inversée, c'est ça ? On va faire un jour une chronique sur la classe inversée. Caroline, merci beaucoup. Si on veut participer à Moteur, la partie concours de Moteur, c'est jusqu'au 10 avril et il faut avoir entre 14 et 22 ans. Et puis il y a toutes ces autres activités, le campus de la confiance et le Serious Game. Et là, il faut être élève dans un collège. Merci aussi à toute l'équipe. J'ai parlé de maquillage. On peut dire qu'on est maquillé par Laure Audemont. On ne dit jamais qu'on est maquillé. Et puis on peut aussi dire en régie qu'il y a les formidables Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et pour le son Amanda Montero, et à la réalisation Alice Pitavi. H24 sur School TV, c'est le programme. Et si vous ne nous regardez pas sur une télévision connectée au réseau, vous pouvez le faire évidemment sur Internet en permanence et sur les réseaux sociaux.